et à tous, je suis heureux de vous accueillir ce matin. Bon, on est un petit peu serré, mais voilà, vous étiez très nombreux, on a dû refuser pas mal de postulants qui se sont annoncés un peu trop tard. Et quelques petites nouvelles de RDS avant l'intervention de notre invité. Vous avez remarqué que Philippe Lorette n'est pas là ce matin, c'est pas qu'il a un nouvel accident personnel, c'est qu'il enterre sa mère ce matin à Perpignan à la suite d'une longue maladie difficile. Voilà, donc nous pensons bien à lui. Sur le plan pratique, donc nous avons la semaine prochaine un débat avec Benoît Hamon autour du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, notamment la question de l'article par les salariés. Et nous aurons le plaisir d'accueillir le 19 décembre Bernadette Poison dans la série de nos invités. Et 2 jours avant, le 17 décembre, nous aurons la première réunion du cycle que nous organisons, enfin qu'Europe et Société organise avec nous. Jacques Moreau est là, il pourra en parler à ceux qui souhaitent avoir des informations sur le dialogue social européen. Et donc la première réunion vise essentiellement à en faire connaître les originalités, l'origine, ses structures, ses méthodes. C'est un cycle de 11 réunions qui se déroule sur 18 mois, sous format de demi-journée pour le coup, c'est l'après-midi. Et donc ça commence le 17 décembre en ce lieu. Voilà, donc ce matin, grand plaisir d'accueillir Thierry Lepant, qui donc a pris les rênes de la CGT au congrès de Toulouse. Donc comme d'habitude, je vais passer la commande de se présenter personnellement, puis de dénoncer les points principaux de la stratégie de son organisation avant de vous laisser dialoguer ensemble comme d'habitude. Voilà. Je vous remercie pour ce mot d'accueil. Bon, c'est toujours difficile quand on est militant, syndicaliste, qui plus est à la CGT, de parler de soi. Je vais essayer de le faire de manière précise et assez rapide. J'ai 53 ans, j'ai commencé à travailler très tôt, à l'âge de 17 ans. D'abord dans le bâtiment et les travaux publics, comme terrassier, comme aide-soudeur, puis après comme soudeur. J'ai été licencié pour avoir créé le syndicat CGT. Après m'être rendu compte qu'à cette époque, on gagnait 20% moins cher quand on avait moins de 18 ans que quand on avait 18 ans. Voilà. Première injustice, premier combat, première création d'un syndicat CGT, premier licenciement, il y en aura d'autres. Ensuite, j'ai travaillé dans une grosse entreprise qui s'appelait la Spivatingen. Là, j'étais soudeur sur gaz et nucléaire. Et donc, j'avais bénéficié d'un sursis pour partir au service militaire. Et donc, j'ai été appelé sous les drapeaux à l'âge de 21 ans. J'ai fait 27 jours d'hôpital psychiatrique, réformé P4, inaptitude à la vie en collectivité, ça manque pas. Forcément, au moment de ma reprise d'activité, mon employeur avait supprimé un poste, c'était le mien, pas de chance. Et donc j'ai été licencié sous l'ère de Valéry Giscard d'Estaing et pas réintégré sous l'ère de François Mitterrand. Voilà. Ensuite, il y a eu une longue période où j'ai travaillé pour des grands groupes industriels comme Total à Saint-Nazaire, en mission intérimaire. Et puis, par la suite, je suis rentré chez Molinex, j'y ai passé 25 ans. 26 ans, j'y ai tout fait. D'abord la création du syndicat, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, secrétaire du CE, secrétaire du CCE, secrétaire du comité d'entreprise européen. J'ai été chaudronnier pendant 17 ans à l'atelier en essayant de faire tout ça en même temps. Et puis, parallèlement à ça, j'ai été dirigeant de ma fédération dès 1983, adjoint au maire dans ma commune de 83 à 89. Et puis, j'ai créé l'union locale de Caen Agglomération. On a coupé quelques années après en 5 unions locales. J'ai été secrétaire à la vie syndicale de mon union départementale, secrétaire général de mon union départementale, et secrétaire général du comité régional CGT de Normandie, les deux Normandies, Basse et Haute, puisque nous sommes réunifiés depuis 32 ans. Nicolas Sarkozy en a rêvé, nous l'avons fait. Voilà. Parallèlement à ça, j'ai travaillé au Conseil économique social régional de Basse-Normandie. J'ai fait 3 rapports, un sur les festivals à caractère répétitif, pour un syndicaliste c'est un sujet passionnant, un autre sur la conchyliculture en Normandie, qui est aussi un sujet passionnant, et un sujet qui a marqué mon existence. J'ai fait un premier avis sur des situations d'illettrisme en Normandie,
c'est la première fois qu'il y avait dans les Césaires un avis sur ces questions et qui restent des questions difficiles. Voilà. J'ai participé quelques instants plus tard au Conseil d'orientation pour l'emploi, et puis dans ma confédération, j'ai travaillé sur les repères revendicatifs de la CGT. Je me suis occupé des questions de formation professionnelle, et notamment de la négociation autour de ces questions, autour de ces pratiques. Et puis, on m'a demandé, voilà, dans les circonstances que vous avez vous appréciées, de succéder à Bernard Thibault en remplaçant en réunifiant les organisations qui composent notre confédération. Bon, cela se passe bien, voire très bien. J'aurai l'occasion, si vous me prêtez cette chance, de répondre à vos questions sur notre organisation et l'état où elle en est, alors qu'il est 6 mois après notre congrès. Voilà, j'en viens maintenant à des sujets qui sans doute vous passionnent plus que le cas Thierry Le Pan. Bon, je vais vous faire part d'abord de l'appréciation que porte notre CGT sur le contexte politique et social dans lequel nous sommes. Bon, je voudrais d'abord rappeler ici, mais vous le savez sans doute, que les attentes du monde du travail sont autour de 3 sujets centraux. Le premier reste la question des salaires. Hein. Je suppose que vous le savez. Le deuxième, c'est les questions ayant trait à l'emploi, dans un pays qui voit son nombre de chômeurs progresser chaque jour. La troisième préoccupation est liée aux deux premières, les salaires, l'emploi. Je parle de la protection sociale et de son financement. Voilà. Au moment même où les parlementaires discutent d'un projet de réforme sur des questions ayant trait à la retraite et à son financement, et où les parlementaires discutent aussi du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors, répondre pour nous à ces questions passe forcément par une relance économique, par une relance industrielle, mais pour apporter des réponses concrètes et ambitieuses à la situation économique dans laquelle nous sommes, il est nécessaire sans doute de faire le bon diagnostic de la situation, et je veux en dire 2 mots. D'abord, on entend partout que l'origine de la crise dans laquelle nous sommes, j'allais presque dire la crise que nous subissons, serait d'abord financière, et que c'est cette crise financière qui aurait entraîné une crise économique, puis une crise sociale, puis enfin une crise du travail, puis une crise de la rémunération du travail. C'est toujours dans ce sens-là qu'on nous le présente, y compris le 20 soir, à 20h le soir sur France 2, où notre chef de service nous met une courbe avec le départ de la crise 1998, vous avez vu ça comme moi. Voilà. Bon. Nous pensons exactement l'inverse. Voilà. On pense que c'est parce que le travail a été et reste dévalorisé, parce que la place des salariés et le statut du travail lui-même dans notre société est dévalorisé, n'est plus source de progrès social, que nous vivons la crise dans laquelle nous sommes. Et donc, partant de ce constat, nous pensons que la sortie de la crise ne peut se faire qu'en partant du travail, de sa reconnaissance, de sa revalorisation, et non l'inverse. C'est d'ailleurs pour cela aussi que toutes les politiques d'austérité et de gouvernance, parce que les deux sont toujours reliés par les déficits budgétaires, sont voués pour nous à l'échec. La démarche comptable qui prévaut dans la stratégie des entreprises comme dans les politiques publiques s'appuie selon nous sur 2 hypothèses erronées. La première, c'est que la seule façon d'équilibrer un budget serait d'agir sur les dépenses. Or, nous savons les uns les autres qu'un budget comporte 2 parties, à la fois des recettes et en même temps des dépenses. La deuxième, c'est de considérer le travail comme étant un coût qui handicaperait la compétitivité des entreprises, alors que, visiblement, lorsque les salariés passent la porte de leur entreprise ou de leur administration, qu'ils se rendent au travail, ils ne se considèrent pas comme étant un coût pour leur entreprise. Ils ne savent pas combien ils rapportent, bien souvent, mais en tout cas, ils ne se considèrent pas comme étant un coût pour leur entreprise ou pour la société. Ils ont même bien souvent le sentiment, avant tout, d'essayer de faire un travail utile. Et donc, nous pensons que c'est bien la valorisation du travail, sa reconnaissance et l'ambition des salariés à faire un travail de qualité, ce qui est de plus en plus difficile, qui permettra de sortir durablement de la crise.
Notre analyse est que ce n'est pas la rémunération du travail qui handicape le développement des entreprises, c'est au contraire le surcoût du capital. Aujourd'hui, il y a 2 fois plus d'argent qui va à la finance qu'à l'investissement, alors que c'était l'inverse au début des années 1980. La base salariale a baissé de plus de 6 points dans la valeur ajoutée en 30 ans, et c'est sans doute cela le problème essentiel de l'économie aujourd'hui. D'ailleurs, pour rappel, vous le savez sans doute également, demandé il y a plusieurs mois déjà, à peine arrivé au poste de secrétaire général de la CGT, j'avais l'occasion de demander au président de la République, en amont de la conférence sociale de juin, d'organiser un débat public sur la question du coût du capital, en disant dans notre pays, il n'y a plus de lieu où on discute simultanément du coût du travail et du coût du capital. Bon, la réponse à notre demande a été la mise en place d'un observatoire des rémunérations au sein du commissariat général à la stratégie et à la prospective. C'est sans doute une avancée, nous aurons l'occasion de juger les travaux quand ils seront portés à notre connaissance, mais nous avons, nous le pensons toujours, besoin d'un débat contradictoire sur la répartition des richesses créées par le travail, quelle part va à la rémunération du travail, quelle part va à l'investissement, quelle part va à la rémunération du capital, quelle part va au financement des mesures d'intérêt général via l'impôt. Voilà, autant de questions qui nous paraissent essentielles et qui permettraient d'ailleurs de refonder des points de repère collectifs. Nous pensons que c'est un problème qu'il n'y ait plus dans notre pays de lieu de confrontation des points de vue et des alternatives possibles sur la place respective à la fois du travail mais en même temps du capital. Et nous pensons que cet enjeu devrait être au centre de la démocratie sociale. Nous avions proposé au mois de juin, lors de l'organisation des tables rondes dans le cadre de la préparation de la conférence sociale, qu'il puisse y avoir les prémices d'un échange un peu contradictoire sur la question. Cela n'a pas pu se faire, nous continuons de le regretter. Voilà. On arrive se prendre tous les jours des décisions politiques qui concernent la vie des salariés et sur lesquelles leurs représentants n'ont pas de pouvoir réel d'intervention, que ce soit dans les entreprises ou même dans la sphère publique. Le projet de loi, tel qu'il est débattu aujourd'hui par les parlementaires sur la réforme des retraites, en est le dernier exemple. Le gouvernement avait 2 objectifs. Le premier, pérenniser notre système de retraite par répartition, et enfin le deuxième, réparer les injustices et les inégalités. Nous sommes forcément d'accord avec ces 2 objectifs. Notre système de retraite est fondé sur 2 piliers, la solidarité entre les générations et le financement du système par le travail. Les cotisations sociales, c'est une partie du salaire que nous avons décidé de mutualiser, de socialiser, pour justement financer notre protection sociale. C'est la raison pour laquelle nous étions demandeurs d'une négociation en amont de la préparation du projet de loi. Le gouvernement, vous savez, on a décidé autrement. Il a décidé d'ouvrir une concertation en prenant soin de ne jamais réunir ensemble les syndicats de salariés, les représentants du patronat et l'État, alors que sans doute nous aurions gagné à savoir, à pouvoir avoir l'occasion de nous confronter sur ces questions à la fois des besoins et en même temps du financement. Alors, il a pris soin, ce gouvernement, les différents ministres que nous avons rencontrés, et les gens qui étaient mandatés pour traiter le dossier, je pense à Yannick Moreau, ils nous ont écoutés. Bon, ils ont écouté ce que nous avions à dire au travers de réunions bilatérales, mais nous continuons de penser que cette fuite du politique devant la confrontation des idées est un problème en soi, et ça participe sans doute à la perte de repères collectifs. Échanger et exprimer ses désaccords, critiquer des options différentes, exposer ses choix, c'est nécessaire, nous le pensons à l'heure qu'il est, si nous voulons vraiment construire ce que nous appelons souvent entre nous, sans d'ailleurs jamais vraiment y mettre le même contenu, construire le vivre ensemble. Il y a beaucoup de désespoir dans ce pays aujourd'hui parmi les salariés, et je vois un lien en ce qui se passe sur le terrain politique, comme à Brignoles, et ce qui se passe dans les entreprises. Il y a, mesurons-le, une colère sociale qui monte,
et de nombreux salariés qui se sentent perdus, qui n'ont plus confiance ni en ce qu'on appelle la droite, ni en ce qu'on appelle la gauche, et ils vont chercher ailleurs, et ailleurs on sait que cela peut être le Front National dans une période, vous le savez, où presque la moitié des ouvriers et employés, selon les sondages, s'apprêtent à accomplir ce geste. Donc on ne peut pas nous contenter de commenter la montée des idées d'extrême droite et sa traduction dans les urnes. Et nous le disons, chaque fois que nous en avons l'occasion, les femmes et les hommes politiques ont leur responsabilité dans cette situation, celle de répondre aux urgences sociales, qui est aujourd'hui une véritable nécessité, en France comme d'ailleurs en Europe. On voit bien, chacune et chacun peut le mesurer, et beaucoup d'autres avec nous d'ailleurs, que les réponses apportées jusqu'à présent, non seulement ne permettent pas de sortir de la crise, mais au contraire l'aggravent, ça donne plus de sens, plus d'essence, cela favorise aussi le climat de désespérance sociale dont on connaît l'incidence sur la montée, je l'ai dit, du racisme, de l'exclusion. Ça conduit aussi, et là il faut le mesurer plus directement dans le cadre de nos responsabilités, à l'éclatement social, au repli sur soi, à la recherche de solutions individuelles au détriment du plus grand nombre et du caractère collectif qui nous préoccupe habituellement. Et donc l'ensemble des organisations syndicales sont face à une situation économique et sociale qui appelle des réponses nouvelles sans doute, mais également elles sont à construire dans l'urgence. Nous pensons, et je le dis à plusieurs reprises, qu'au lieu de se focaliser sur ce qu'il appelle le coût du travail, le patronat va devoir opérer des ruptures, retrouver une ambition de long terme et d'investissement industriel, de faire du travail, de la qualification, de la formation des salariés, le moteur de l'efficacité économique des entreprises, qui n'est visiblement plus le cas aujourd'hui. Alors, si les partis politiques sont interpellés, j'en ai dit deux mots, le syndicalisme l'est aussi, et il a des responsabilités à prendre. Sans doute que la première est de faire de la solidarité, pour nous, du monde du travail, une priorité. La division syndicale, telle qu'elle s'opère aujourd'hui dans notre pays, conduit aussi à l'éclatement social et à la recherche de solutions individuelles. Elle permet à certains de jeter le discrédit sur le syndicalisme salarié, et seulement d'ailleurs sur le syndicalisme salarié, dans son ensemble, en convoquant son inefficacité. La nature des réponses sociales à construire impose une unité des salariés et de leur organisation syndicale, et nous sommes, vous le savez, particulièrement attachés à la recherche de cette unité, surtout dans une période où les salariés se sentent fragilisés. C'est essentiel, nous semble-t-il, pour que les salariés s'engagent et retrouvent goût à trouver des réponses pour permettre d'agir et de réfléchir ensemble. Donc nous travaillerons à cette unité syndicale avec obstination. Nous avons des différences d'approche entre nous, vous le savez, il ne s'agit pas de les nier. Il faut surtout pouvoir les discuter et faire ensemble le choix de travailler sur ce qui nous rassemble. Il existe de nombreux sujets sur lesquels le syndicalisme salarié pourrait parler d'une seule voix. C'est sans doute ce que les salariés attendent, c'est aussi ce qui est efficace. Et d'ailleurs, quand je prends le temps de lire ce que peuvent dire mes homologues sur les questions ayant trait au salaire, sur les questions ayant trait à l'emploi, il y a très peu de différence de fait entre l'analyse de la situation, il y en a sans doute sur les issues, encore qu'il faudrait peut-être travailler de manière plus précise. On s'apercevrait que nous avons, tous syndicats confondus dans notre pays, un tronc commun qu'il nous reste sans doute à mieux définir. Cette volonté d'union, c'est la voie aussi qu'a choisi le syndicalisme européen en construisant un consensus syndical autour d'un plan de relance économique qui est basé à la fois sur la création d'emplois de qualité, dans le cadre d'une convergence sociale à la hausse, avec en préalable l'arrêt des politiques d'austérité budgétaire et la compression des salaires qui vont de pair,
Il y a d'ailleurs en cours de préparation une déclaration de la Confédération européenne des syndicats qu'on a travaillé hier à Bruxelles sur cette question justement de comment est-ce qu'on sort de l'impasse budgétaire dans laquelle le continent européen s'est enfermé. Donc je reviens maintenant à ma deuxième partie de mon propos à la CGT. Bon, vous savez que nous avons tenu un congrès il y a 6 mois maintenant. Nous avons une stratégie qui est celle d'une stratégie de conquête sociale qui s'appuie sur les aspirations des salariés et sur la place centrale que doit occuper le travail dans toutes ses dimensions dans les choix politiques. Notre ambition reste de faire passer le travail et sa reconnaissance en priorité devant les objectifs économiques et financiers, et pensant que cela relève d'un choix de société, celui de placer l'humain et le vivre ensemble au centre. Cet objectif qui sous-tend notre stratégie dans le processus des négociations sociales, un processus qui va devoir être revu par de nouveaux principes. D'abord, nous défendons le principe de la sécurité sociale professionnelle consistant à inscrire dans le Code du travail un ensemble de droits attachés à la personne du salarié et transférables d'une entreprise à une autre. Par exemple, le respect pour tout employeur de son ancienneté de carrière, de sa qualification, de son parcours de formation et de son suivi médical. Il faut renverser la logique actuelle du droit du travail. C'est le statut de salarié qui ouvre des droits, pas son appartenance à une entreprise. Et cela que le salarié soit au travail, en formation ou en absence temporaire d'activité. Ensuite, il est nécessaire de revoir le fonctionnement et les bases de la négociation collective après la loi du 20 août 2008 qui a été une réelle avancée vers plus de démocratie, puisqu'elle permet de rompre avec la logique de la signature d'accords des organisations représentant une minorité de salariés. Mais il reste encore un pas important à franchir pour aller au bout de la logique et vers plus de démocratie sociale, la validation des accords collectifs par les syndicats majoritaires. Il convient aussi de rétablir le principe de faveur et de la hiérarchie des normes sociales, faute de quoi c'est le principe même de compromis social qui est, pour nous, remis en cause. Sans la contrainte du principe de faveur et de la hiérarchie des normes, c'est la relation totalement déséquilibrée entre l'employeur et les représentants des salariés qui sert de cadre à la négociation. C'est une stratégie dangereuse qui risque d'ailleurs de nourrir la colère sociale. On le voit déjà dans les prémices de la mise en place de la mi-janvier. Pour répondre aux défis qui sont posés au syndicalisme et en guise de conclusion, notre ambition est de faire de la CGT une organisation syndicale utile aux salariés, disponible, accessible, efficace et puis solidaire. Nous voulons inviter les salariés à prendre leurs affaires en main en leur ouvrant la porte de notre syndicalisme. C'est un défi que la CGT s'est lancé. J'ai eu l'occasion de le dire il y a peu de temps encore. Nous avons besoin, nous pensons sincèrement, d'une irruption des salariés sur le terrain social. Trop longtemps, le syndicalisme et sans doute également la CGT a dit aux salariés faites-nous confiance, votez pour nous, adhérez. Et on s'occupe de tout. Voilà. Et ben, cette période-là est terminée. Voilà. Il faut que les salariés s'occupent de leurs affaires. Nous sommes un outil à leur disposition et nous visons à faire en sorte que chaque salarié puisse être responsable dans un cadre collectif de son avenir. Voilà. Merci à vous. Voilà, merci bien. Donc, on arrive maintenant au temps des questions. Ici, non? On va à les micros, mais là, je ne peux pas être au debout de la salle en même temps. Jocelyne Roche, Monsieur Missonnier. Donc, vous vous annoncez, vous faites une intervention courte, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre Jocelyne, puis Monsieur Missonnier. Jocelyne Roche, groupe Massif. Merci de M. Le Pan pour ce tableau. Je ne sais pas si on peut appeler ça un tableau très positif. On voit qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui nous laissent un peu avec une interpellation. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez
de l'avenir des jeunes dans tout ça? J'avais senti un début de réponse dans la phrase finale de Thierry Leport, mais c'est Sonia. Guillaume Sadi du Cercle Mania. J'avais juste une première remarque, c'était l'unité syndicale. C'est vrai que vous recherchez l'unité syndicale. La façon dont c'est perçu, en tout cas au niveau de l'opinion et via les médias, c'est que c'est pas prêt de se faire. La deuxième question qui est plus sur le fond, c'est la formation professionnelle, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. Quand on se rend compte qu'il y a plus de 20 milliards d'euros qui est attribué à différents organismes de formation, une pléthorique d'organisations de formation, si on y adjoint que à peu près moins d'un chômeur sur deux, si ce n'est pas un chômeur sur trois, n'en bénéficie pas, que pensez-vous faire pour activer le fait que la formation professionnelle doit amener, je dirais, ceux qui recherchent du travail à en trouver? Merci. Denis Maillard, cabinet Technologia. Vous avez évoqué tout à l'heure le lien entre la situation sociale et la montée des idées d'extrême droite. Le fait aussi qu'une partie non négligeable des ouvriers s'apprêterait à voter pour le Front National. Qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur de la CGT de la montée dans votre base de ces idées-là? Et comment vous faites face à ça? Et une dernière. Non, continue à réfléchir. Thierry Leport, je vous laisse. Oui, c'est ça. Oui, sur les 3 ou 4 questions complexes. Bon, d'abord sur l'avenir des jeunes. Bon, jeunes, c'est un terme générique. Hein, voilà. Faisons attention. Il y a une grande différence, me semble-t-il, dans la jeunesse, entre celle qui travaille, celle qui étudie, celle qui étudie et qui cherche un travail, celle qui a 19 ans et celle qui a une génération musicale, c'est 5 ans. Hein, voilà. C'est dire si entre un jeune de 18 et un jeune de 25 ou 26 ans, qu'on qualifie comme étant jeune, il peut y avoir aussi des ruptures générationnelles. C'est une question qui préoccupe notre syndicalisme, comme d'ailleurs elle préoccupe, me semble-t-il, l'ensemble des syndicats de salariés. On a le sentiment, à tort peut-être, mais le sentiment quand même, d'avoir affaire à une jeunesse qui consomme ce que les générations précédentes ont pu lui apporter. Et une jeunesse en manque d'élan, en manque de solidarité. On entend ces banalités accablantes à longueur de temps, alors qu'en fait, il suffit qu'il y ait une des leurs qui soit accompagnée dans son pays pour des raisons obscures, pour qu'on voit qu'il y a une capacité de mobilisation, une capacité de réaction, une intelligence collective, qui vise à faire en sorte que devant la justice, on peut encore se rassembler. Quoi. Bon, au moment même où on nous dit que la jeunesse est devenue complètement individualiste, et où le règne de chacun pour soi entend l'emporter. Il faut qu'elle s'organise, cette jeunesse. Voilà. C'est en tout cas le message que nous lui donnons. Pas seul, pas forcément en tant que jeune, mais en tant que jeune étudiant, en tant que jeune salarié, en tant que jeune travailleur, en tant que jeune chercheur, en tant que... il faut que chacune et chacun puisse trouver sa place. Je continue de penser que notre syndicalisme n'est pas suffisamment attractif pour les jeunes, que sans doute nous avons du mal à nous adresser à eux comme ils sont. Fort de notre savoir, nous avons toujours le sentiment de leur dire, ou le devoir de leur dire voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce qui est mauvais pour vous, et pas de faire suffisamment appel à leur réflexion, à leur intelligence, et à les laisser construire l'outil dont ils ont besoin. Donc je pense que il pourrait y avoir, c'est partie des sujets sur lesquels il devrait pouvoir y avoir un terrain d'entente, un tronc commun entre syndicats, et notamment entre syndicats de salariés, pour essayer de faire en sorte que les jeunes générations puissent s'organiser. Et puis nous avons aussi des
des partenariats avec les organisations de jeunesse, c'est vrai avec l'UNEL, c'est vrai avec l'UNEF plus particulièrement. Les jeunes sont aussi parfois des jeunes saisonniers, hein. Même si maintenant on trouve beaucoup de retraités parmi les saisonniers, il y a encore quelques jeunes. Bon, nous essayons de leur donner les prémices du Code du travail, quels sont leurs droits, et puis leur donner aussi envie de s'organiser plus collectivement qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Enfin, dernier élément, mais là c'est plus un problème peut-être de responsabilité de notre génération à l'égard de ceux qui nous suivent. Quand on voit les mesures prises en ce moment ou en train d'être prises sur le droit à la retraite et l'augmentation du nombre de cotisations, forcément on peut pas... on a du mal à répondre à un jeune salarié qui arrive sur le marché du travail à 26-27 ans avec son premier CDI, à qui la nation lui a demandé de rester à l'école plus longtemps pour se former, élever son niveau de qualification, notamment dans l'intérêt des entreprises et de la nation. On a du mal à comprendre qu'à celui-là, on va lui dire, en plus, il faudra que tu cotises 43 ans, ce qui fait que tu auras une retraite peut-être l'année entière à partir de 67 ans. Ouais. C'est un peu difficile pour nous qui nous sommes battus pour avoir une retraite à 60 ans, à 55 ans pour les travaux pénibles, de dire à ceux qui vont nous précéder comme solution, il faudra travailler plus longtemps et partir en retraite plus tard pour permettre à ceux qui partent plus tôt de pouvoir vivre et bénéficier un peu de leur retraite. Et là, nous avons sans doute un conflit de génération qui se prépare. Voilà, il faut le savoir. Les jeunes d'aujourd'hui ne voient pas forcément, ou pas assez. Sans doute qu'ils s'en rendront compte à un moment donné et il y aura un choc frontal de génération. Voilà. Il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Les questions qui ne sont pas réglées en amont doivent se régler en aval et ça va nous péter à la figure dans les années qui viennent, j'en suis certain. Voilà. Sur l'unité syndicale, d'abord, il y a plein de choses qui se font, voilà, qui se font dans les entreprises, qui se font dans les branches professionnelles, aussi d'un point de vue national. Nous nous rencontrons, nous discutons, nous essayons de faire un diagnostic de la situation et d'évoquer ensemble quelles sont les réponses qu'on peut apporter collectivement. Je pense pour ma part que nous sommes encore beaucoup sur la posture. Pensant qu'il peut y avoir dans ce pays deux camps, un camp des réformistes, ceux qui accepteraient, et puis un camp des contestataires qui refuseraient. Voir les questions d'une manière aussi binaire ne correspond pas du tout à la réalité. Cette espèce de ligne de fracture qu'on tente de nous imposer, 51-49, c'est une fracture idiote, qui n'existe pas dans les faits. C'est purement une vision manichéenne du syndicalisme et des rapports sociaux. Forcément, parmi les 49, il y en a qui pensent que la signature d'un accord peut correspondre à une réalité économique, sociale, industrielle, commerciale à un moment donné. Et forcément, dans le camp des 51, il y en a qui pensent aussi sans doute qu'un peu de rigidité parfois ne fait pas de mal pour pouvoir réussir à parler d'une seule voix et faire améliorer ses conditions de vie et de travail, notamment ses conditions de rémunération. Je pense que les choses ne se découpent pas de cette façon, et essayer de nous les présenter ainsi, ça renforce aussi la bipolarisation, entre d'un côté ce qu'on a déjà essayé, et de l'autre côté ce qu'on n'a pas encore essayé, ou ce qu'on a essayé il y a quand même quelques dizaines d'années. Et c'est une vision simpliste. Pour ce qui concerne de la formation professionnelle, sujet que je connais un peu, d'abord je trouve que on parle beaucoup des 8 milliards et pas assez des 32. Certes, les partenaires sociaux en gèrent une partie, ils en gèrent une petite partie, et que ceux qui aujourd'hui nous donnent des conseils sur l'utilisation de ces fonds seraient sans doute aussi utiles qu'ils regardent ce qu'ils font avec l'argent qui est à leur disposition, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des régions. Là aussi, on se focalise beaucoup sur les partenaires sociaux, le financement du syndicalisme, sans d'ailleurs penser que ce préciput correspond aussi à des engagements et à une forme de rémunération du travail collectif qui est fait. La manière de fixer sans doute les choses passerait par une problématique qui viserait
à voir quelles sont les responsabilités des uns et des autres, quels sont les modes de financement. J'ai lu d'ailleurs hier que dans la note qu'adressait Michel Sapin au responsable, au préfet, nous disait que dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, les politiques de l'emploi ne passeraient pas aux régions. Voilà, bon, bonne nouvelle. Ceci dit, il faut, le corollaire de cette bonne nouvelle, c'est quand même que les choses puissent être étalées, puissent être listées et qu'on puisse trouver les financements qui permettent à la nation de régler ces questions d'emploi et ces questions de formation. Et on voit, je dis juste un mot sur cette question, mais que l'ensemble de nos outils ne sont pas mis, comme on dit aujourd'hui, en réseau, et qu'il n'y a pas une volonté de définir ce que c'est qu'un service public de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Bon, il a fallu passer un peu de temps, il y a 20 mois maintenant, pour sauver l'AFPA, pour mettre l'AFPA en relation avec Pôle emploi, pour que les outils puissent être connectés, que les informations puissent être transmises d'un outil à l'autre. Bon, j'ai le sentiment qu'on est peut-être en train de tuer un outil qui, ma foi, je parle de l'AFPA, a fait ses preuves, et qu'un outil particulier que beaucoup nous envient. Bon, moi j'ai eu l'occasion il y a peu de temps encore d'échanger sur ces questions-là avec mes homologues européens, quand on leur dit qu'on a aujourd'hui, parmi les premiers cercles du service public, un outil comme celui de l'AFPA, quand on explique d'où cela vient et quels sont les résultats, beaucoup nous l'envient. Nous, on l'a à portée de main, et j'avoue qu'en ce moment, j'ai le sentiment que plus personne ne sait ce qu'on peut en faire, que ça deviendrait presque un outil gênant à ne pas regarder, alors qu'en fait, c'est sans doute l'outil qui correspond à la période dans laquelle nous sommes pour régler ce différentiel entre le besoin des entreprises et la possibilité d'y répondre en termes de formation et sans doute aussi en termes de qualification. Je voudrais dire aussi, parce que sans doute on ne le dit pas assez, que les syndicats de salariés, les syndicats d'employeurs, lors de la précédente négociation nationale interprofessionnelle sur la formation professionnelle, ont également décidé de mutualiser, c'est un acte fondateur, de mutualiser en créant le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à se laisser, me semble-t-il, culpabiliser sous ce vocable d'égoïste. On n'a rien à prendre le soin à recevoir de la part des autres, et notamment de la part de ceux qui nous en donnent, ou qui veulent nous en donner. Voilà, je fais partie de ceux qui pensent que sans doute on peut augmenter l'inflation, bon, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre, puisque l'argent des salariés, pour former les salariés, qui est mis à former d'autres salariés qui sont momentanément privés d'emploi, n'est plus disponible forcément pour les salariés qui sont en activité. Et que la rupture de compétences aujourd'hui, elle existe à l'intérieur de l'entreprise, et que la question, c'est pas forcément de prendre à ceux qui ont un peu pour donner à ceux qui n'ont rien, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner à ceux qui n'ont rien, de manière à ce qu'un jour ils puissent avoir une activité professionnelle digne de ce nom. L'autre sujet que je voudrais évoquer, toujours sur la même question, j'entends de plus en plus ici ou là le fait que le chômage dans notre pays serait dû à un décalage entre l'offre et la demande, et notamment à un manque de formation des privés d'emploi. Bon, je prétends que c'est faux, que les privés d'emploi sont autant formés que les autres, que forcément, une fois qu'on est en inactivité et qu'on n'a plus de lien social, de lien avec le travail et l'occasion d'exercer sa qualification, oui, il y a des décalages qui se créent, bon, il faut pas les ignorer, mais on ne peut pas comme ça jeter à l'opinion publique, aux yeux de l'opinion publique, le fait que des privés d'emploi seraient privés d'emploi parce qu'ils n'auraient pas la qualification suffisante. On ne comprendrait pas que plus d'un chômeur sur deux est diplômé et largement diplômé. Enfin, le dernier élément sur la CGT, le Front National, alors c'est une question qui a été tranchée historiquement dans notre CGT. Bon, d'abord, nous sommes outillés aujourd'hui pour discuter dans les rangs de la CGT de ce qu'est notre histoire, de ce que sont les rapports sociaux, de la manière de les appréhender, sans culpabiliser, mais avec beaucoup de responsabilité. Il y a des valeurs que nous ne partageons pas, que nous ne pouvons pas partager, et quand la ligne est franchie,
nous prenons les décisions de l'organisation qui visent effectivement à ne plus avoir en notre sein des individus qui effectivement n'ont rien à partager avec la communauté et le monde du travail. La CGT a eu l'occasion de prendre ses distances avec le monde politique il y a quelques années. C'est pas maintenant qu'on va retomber dans les ornières du passé. Voilà, cette liberté, nous y tenons. Voilà, et nous n'avons pas envie de nous faire instrumentaliser par personne. Nous pensons d'ailleurs, et c'est le travail que nous faisons avec d'autres organisations syndicales, de salariés, avec la FSU, avec Solidaire, avec d'autres, des travaux de formation, presque d'éducation de nos militants sur ces questions, pour qu'ils puissent, là où ils sont, appréhender ces questions qui apparaissent comme étant nouvelles et qui méritent une réponse la plus collective possible. Là aussi, nous avons souhaité faire en sorte qu'il puisse y avoir une démarche commune de l'ensemble des syndicats de salariés. Nous devons penser que dans cette période, nous continuons de penser que dans cette période, ce serait un acte utile de rappeler quelles sont nos valeurs, celles du travail, celle de la solidarité, celle de la fraternité, la lutte contre le racisme, et aussi des débuts sans doute de réponses pour aller vers un progrès économique, un progrès social et gagner dans le vivre ensemble. Bon, malheureusement, nous n'avons pas réussi encore à convaincre nos homologues de Force ouvrière et de la CFDT à participer à ce travail. On ne les espère pas. Bon. D'ailleurs, j'ai d'assez bons échos dans les entreprises sur les initiatives que peuvent prendre nos collègues quand ils décident de faire une réunion intersyndicale à partir de faits marquants dans leur entreprise. Tout le monde vient, tout le monde participe, ça discute. Bon. Le danger, ce serait de ne pas en discuter et de passer sous silence cette gangrène qui aujourd'hui s'installe dans l'entreprise. J'ajoute que on a peut-être du mal à voir l'expression syndicale sur cette question. On a du mal à avoir une expression politique cohérente d'ailleurs des partis dits républicains. Mais dans le monde de l'entreprise, parmi les employeurs, il y a un silence assourdissant. Voilà. Je pense qu'il serait aussi de la responsabilité des entreprises de pouvoir s'exprimer sur ces questions, y compris dans l'intérêt de leur entreprise, dans l'intérêt de l'économie, dans l'intérêt des rapports que la France peut entretenir avec les autres pays de l'Europe et l'Europe avec les autres pays du monde. Je pense qu'il y a un silence semblable à celui des intellectuels aujourd'hui, qui est de nature à sans doute modifier la structuration même de votre activité, de notre activité économique, de notre activité industrielle, et que sans doute nous aurions besoin de prendre l'initiative d'en parler, voilà, non pas pour stigmatiser les uns et les autres, pour se culpabiliser, mais pour essayer de trouver les réponses adaptées à cette situation qui nous fragilisera sans doute les uns et les autres dans les mois et les années qui viennent si nous laissons la situation filer, comme nous sommes, me semble-t-il, collectivement en train de le faire, ce qui fait que nous avons décidé, nous, de prendre nos responsabilités il y a quelques années. Vous avez sans doute comme moi à l'intérieur, ou plus de l'extérieur sans doute, vu que notre confédération, des syndicats adhérents à nos fédérations ont pris la décision de se séparer de gens avec qui on avait milité. On ne le regrette pas, voilà, et on le fera à chaque fois que ce sera nécessaire. C'est une ligne qui a été décidée collectivement et qui sera appliquée collectivement dans l'organisation. Il n'y a pas de place, voilà, il n'y a pas de place dans notre organisation pour des valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est bien, je vais prendre une deuxième liste. Marie Boulin, Philippe Portel. Ah, pardon. Vas-y Philippe. Philippe Denimal, je suis sociologue du travail et consultant, notamment sur les questions de rémunération. Et j'aimerais bien entendre les questions, la position un peu CGTiste sur la question de l'individualisation salariale. Cette articulation entre le collectif et l'individuel, comment est-ce qu'on trouve les moyens de faire en sorte que les choses soient satisfaisantes pour les uns et pour les autres? Voilà, donc il y avait Jean-Yves Boulin, Philippe Portel, Marcel Le Petit. Ça fera une page.
Oui, Jean-Yves Boulin, Université Paris-Dauphine et Athénis. J'ai bien noté au tout début de votre intervention, et ça m'allait droit au cœur, que pour sortir de la crise, il va falloir repartir du travail. Et je voulais un petit peu vous questionner sur justement comment vous voyez, quelles sont les pistes pour vous, pour remettre le travail au centre un petit peu pour repartir de la centralité du travail. Et en particulier sur deux choses. D'une part, les conditions du travail lui-même, qui posent problème aujourd'hui, que ce soit en termes de durée, de rémunération, vous en avez parlé. Et puis le fait qu'une partie de la population, depuis une trentaine d'années, est hors travail aujourd'hui, au chômage. Et justement, je voulais vous interroger là-dessus, par rapport à quelles sont les pistes que vous voyez, en particulier pour qu'il y ait du travail. Il faut le placer par rapport à la question du hors-travail aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes novatrices, en particulier de regarder le travail sur l'ensemble, pas seulement la sécurisation des parcours, mais aussi sur l'ensemble de la durée de vie, c'est-à-dire par exemple les possibilités d'interruption de carrière, puisque maintenant on va travailler plus longtemps, et donc peut-être retravailler sur justement le déroulement, cette espèce de sortir de cette organisation dans laquelle on travaille en gros de 30 à 55 ans, quoi, voilà. Et donc voilà, je voulais voir quelles étaient pour vous les pistes un peu novatrices, parce que c'est un petit peu ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment on ne travaille pas sur des pistes novatrices de ce type-là. Est-ce que c'est, par exemple, la question de la durée du travail, qui n'est pas reposée aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ou 4 millions de chômeurs. Voilà, donc je voulais voir quelles étaient pour vous les pistes. Je sais que vous avez eu des groupes de travail sur ces questions-là récemment, et qu'est-ce que vous en tirez maintenant pour l'action future. Ok. Brigitte Wartel, cabinet Stratorg. Vous avez parlé de la loi du 20 août 2008 en disant que c'était une évolution majeure dans le mode de dialogue social. Je voulais savoir, vous, ce que vous avez constaté comme effet pour votre organisation depuis la mise en application de cette loi, avec maintenant 5 ans pour voir quels sont ses effets particuliers sur le terrain. Marcel Le Petit, j'ai bien noté, ce sera la rappel d'après, ne vous inquiétez pas, on a encore le temps. Oui, Marcel Le Petit, chargé de mission auprès du commissaire général à la stratégie et à la prospective. Thierry Lepan, dans son propos liminaire, a dit regretter que le gouvernement soit en quelque sorte un peu sourd à la demande de débats contradictoires sur le coût du travail, le coût du capital et les pistes pour sortir de la crise. Bon, il a indiqué que le commissariat général était un des lieux de concertation et de confrontation, par exemple à travers l'observatoire donc sur les rémunérations, qui peut être un lieu effectivement de confrontation, de discussion un petit peu sur le fond. Le commissariat est également chargé depuis le mois d'octobre d'organiser des débats nationaux sur la France à 2025, la France dans 10 ans. Il y a 5 débats nationaux auxquels les syndicalistes, les représentants donc des employeurs, mais également des experts, l'administration est conviée sur quel modèle social, donc à 2010, dans 10 ans, pardon, quel modèle productif. Le débat a eu lieu la semaine dernière. Quel modèle républicain? Le débat a également eu lieu la semaine dernière. Demain, c'est un débat sur quelle soutenabilité à notre modèle de croissance. Et enfin, ça se terminera par un débat début novembre sur quel projet pour l'Europe. Donc, j'aimerais demander, donc la CGT participe à des représentants de chacun de ces débats nationaux, mais j'aimerais demander à Thierry Lepan, comme secrétaire général de la CGT, de nous dire quelques mots sur ce qu'il attend de ce débat et de ce projet stratégique qui est demandé donc au commissariat général de la stratégie et à la prospective. D'accord, on va s'en tenir là pour l'instant. Bon, en 1h30, ça va aller. Non, mais les sujets sont vastes et c'est très, très pertinent. Sur la question du traitement du salaire,
nous restons persuadés qu'il y a deux dimensions dans le salaire, et notamment dans le salaire minimum, que ce soit dans les fonctions publiques ou dans le privé. Il y a l'augmentation collective, qui doit permettre de compenser l'écart qu'il y a entre le niveau de la vie et le niveau de traitement. Et puis, il y a la reconnaissance de l'engagement individuel du salarié sur le travail. La difficulté, c'est de dissocier quelle est la part de l'individu dans le cadre du travail collectif. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. J'ai le regard de mon contremaître qui va proposer une augmentation de ma rémunération dite individuelle. Je ne suis pas sûr que mon contremaître soit en capacité de jauger le fait que si j'ai pu avoir un engagement plus fort dans mon travail, c'est parce que mon collègue de gauche et mon collègue de droite ont fait en sorte qu'effectivement je puisse prendre appui sur eux. Bon. C'est une discussion qu'il faut avoir pratiquement collectif de travail par collectif de travail pour que la rémunération soit juste. Voilà. Elle mérite d'être discutée, d'être contrariée. Et c'est sans doute cette question-là que nous avons bien du mal à faire dans nos entreprises d'aujourd'hui, d'autant plus que quand la négociation sur les salaires, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, commence par cette formule favorite des DRH, comme l'a fait le gouvernement pour les salariés de la fonction publique cette année, et dans lequel il y a la prise du rapport d'augmentation, vous comprenez bien que la discussion a quelques difficultés pour s'engager. Bon. Et ça d'ailleurs, quels que soient les résultats de l'entreprise. Je suis assez choqué de voir que cette formule, que je connais par cœur maintenant, que le membre me l'a répété une fois, est utilisée dans des groupes qui font des grands profits et qui pourraient augmenter un peu les salaires, ne serait-ce que pour maintenir un coût de la vie. Bon. Elles ne le font pas par idéologie, et je pense que c'est une bêtise. Voilà. C'est une bêtise pour le salarié, c'est une bêtise pour l'entreprise, et c'est une bêtise pour la logique économique dans laquelle, y compris ces entreprises, sont. Il y a une contradiction apparente qu'il faut sans doute creuser. Bon. Moi, je vous encourage à le faire. Ça ne pourra pas durer très longtemps. Si on va avoir des négociations annuelles, si on veut qu'elles soient obligatoires, si on veut qu'elles soient profitables et que ce soit un lieu d'échange, de discussion, il faut que ça puisse l'être. Ça ne peut pas être un lieu où seulement l'entreprise soit contente, que ce soit des résultats économiques, de dire non. Bon, ça passe, hein, quelquefois, bon, et il y a des fois ça passe plus. Bon. Et attention à ce que ça passe plus ne devienne pas un ça passe plus collectif. Parce qu'effectivement, il faudra trouver d'autres formes de discussion et d'autres formes de négociation. Alors sur le travail, vous avez une chance inouïe. Voilà. Je vous le dis comme ça, profitez-en, puisque ma camarade Catherine Lezelec, qui dirige mon cabinet, est là, voilà. Il vient de sortir un ouvrage collectif dans la période sur le travail. C'est pas une mince question avec ce beau jeu de mots en couverture, pourquoi nous travaillons. Profitez-en, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de l'avoir avec moi. Voilà, donc utilisez-la. Hein. On a fait le choix, ils ont fait le choix de faire ce livre collectivement pour essayer justement de nous apporter plusieurs portes d'entrée, plusieurs éclairages. Bon. Trop souvent, on regarde le travail par une porte et pas par l'ensemble des portes. Là, l'effort qui a été fait justement permet de le prendre de par sa conception, de par sa rémunération, de par la place qu'il prend dans notre société et comment est-ce qu'on en parle entre nous de ces questions ayant trait au travail. Nous travaillons d'ailleurs, mais vous le dira mieux que moi, de plus en plus avec bon nombre de chercheurs. Voilà, nous sommes en train de recréer du lien entre les chercheurs, ceux qui veulent bien nous faire l'amitié de leur donner leur point de vue hein, sur ce qu'ils peuvent observer, sur les évolutions du travail, et pas seulement sur l'aspect temps de travail, rémunération, durée du travail. Voilà, il y a beaucoup de choses dans le travail dont on ne discute plus aujourd'hui, et c'est préjudiciable pour la vie des entreprises et pour la place des salariés dans le travail. Le travail est trop souvent dévalorisé et pas reconnu. Je vous donne deux exemples que j'ai vécu. Le premier exemple, ce sont les graisseurs que nous avons retirés dans l'industrie. Vous savez, les phénomènes d'autocontrôle où chacun est pensé pour travailler et pensé pour produire, et donc on élargit le champ d'activité du salarié en lui donnant un peu d'autonomie, comme ils disent, un peu de responsabilité. Bon. Et on dit, bon, plus besoin de graisseurs, c'est l'opérateur qui, sur chaîne, selon un plan bien défini, mettra de la graisse et de l'huile à l'heure voulue, le jour venu, bon, et tout se passera bien. Bon.
Et puis les industries qui ont fait ce choix ont sans doute gagné environ 15 emplois pour 1000 salariés et se sont rendus compte assez rapidement que ça ne fonctionnait pas. Voilà. C'est-à-dire que chacun faisait le travail prescrit de manière avec beaucoup de conscience, bon, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a le travail prescrit et il y a le travail qui est non prescrit, tout le monde le sait, mais ça fait bien de se le dire. Il y a le graisseur qui lui met un petit coup de burette là où personne n'en aurait mis parce que personne n'avait vu que effectivement le flexible frottait sur le vérin. Bon, voilà. Et on remet maintenant d'ailleurs dans l'industrie, je suis assez estomaqué de voir ça, il a fallu 30 ans, mais on remet des graisseurs, des gens dont le métier est d'écouter, de sentir, de voir, de regarder et de mettre la petite goutte ou le petit morceau de graisse qui va bien là où il faut le mettre. Bon, c'est ce qui fait que sans doute on a la chance d'avoir dans les années qui viennent une industrie assez performante. Donc l'autre sujet qui là est un sujet plus dramatique, c'est la construction des sous-marins nucléaires, puisque là, les CNS avaient décidé en son temps de sous-traiter la partie électrique des sous-marins. Alors les gens d'entreprises privées qui sont venus faire le câblage l'ont fait avec beaucoup de talent, c'est tous des professionnels. Bon. Aucun n'avait jamais travaillé sous un sous-marin, et la difficulté dans un sous-marin pour les champs électriques, c'est le fait qu'il ne faut pas que ça puisse s'entendre. Voilà. Bon, quand on met le sous-marin à l'eau et qu'on entend les fissions électriques sur la paroi, forcément ça pose problème, quoi. Donc on remonte le sous-marin, on appelle ceux qu'on a licenciés, voilà, qu'on a payé d'ailleurs à rien faire de 50 ans à 60 ans, bon, on les fait revenir, ils ont négocié un contrat de travail, on les paye un peu plus cher, et puis là ils mettent là aussi le petit coup de mousse, le petit coup de scotch, le petit coup de truc qui ne se voit pas, qui n'a jamais été codifié, et qui fait en sorte que quand les deux câbles électriques se croisent, il n'y ait plus de fusion électrique, et donc il peut naviguer tranquille sans qu'on puisse le repérer. Dans ce livre que j'ai à mes côtés quand même. Sur la loi du 20 août, oui, avancé, c'est pas ce qu'avait proposé la CGT, puisque nous avions proposé en son temps qu'il puisse y avoir des accords qui soient des accords majoritaires, donc des organisations qui représentent plus 50% de salariés, et donc on était pas pour qu'il puisse y avoir un droit d'opposition. Bon, faut que ça évolue, voilà. Il faut que ça évolue assez rapidement. On voit y compris la responsabilité qu'on peut porter à ceux qui ne sont pas signataires d'un accord, alors que la responsabilité devrait incomber à ceux qui signent des accords. Alors quand je dis ça, personne ne me dit le contraire, tout le monde dit oui, Thierry il a raison, bon, sauf qu'aujourd'hui on en est encore là. On en est encore là. Bon. Et il faut sans doute que ça puisse évoluer, il faut que ça puisse évoluer aussi dans le corps patronal. Je suis stupéfait que ce gouvernement de gauche qui puisse dire que il a fallu une négociation syndicat de salariés, syndicat d'employeurs pour essayer de trouver un accord sur comment les salariés allaient être représentés et pour que dans le camp en face, il n'y ait pas besoin des salariés pour savoir comment les employeurs vont être représentés. C'est quand même une vision particulière de la négociation collective. Et quand en plus on confie un directeur général du travail, quelles que soient ses qualités par ailleurs, de régler ces questions-là, on voit que l'administration est placée en situation difficile, qu'il lui appartient de régler une question qui n'est pas une question administrative, mais une question d'ordre social et d'ordre politique, et que sans doute on n'est pas prêt de trouver quelque chose qui soit de nature à régler ce problème. Si le salariat évolue, le monde de l'entreprise évolue, la représentation du monde de l'entreprise évolue également, et donc il faut pouvoir en tenir compte. Là aussi, ne pas prendre en compte la réalité telle qu'elle se passe dans le monde économique, c'est sans doute se préparer des fractures pour plus tard. Je pense que l'heure est venue de regarder qui représente qui parle au nom de qui. C'est vrai dans le monde du travail, dans le monde des salariés, c'est vrai aussi dans le monde de l'entreprise, et que ce qui n'est pas à faire maintenant sera sans doute à faire plus tard. On ne peut pas, me semble-t-il, en rester là. Alors tout le commissariat, cher monsieur, on a déjà eu l'occasion de dire plein de choses, d'écrire plein de choses. Vous avez vu que nous avons fait l'effort de participer à l'ensemble des 5 débats, des 5 tables rondes. Ça nous demande beaucoup de travail. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment récompensé, mais ça fait partie de notre mission, notre mission d'intérêt général. Nous le faisons avec l'envie que les choses puissent avancer. Confier
Et là aussi, quelle que soit la qualité de la structure, un débat national sur coût du travail, coût du capital, quand on produit 100 €, combien vont à l'investissement, combien vont à la rémunération du travail, combien vont à la rémunération du capital, combien vont à la recherche et développement, combien vont à... c'est pas forcément un débat technique, ça demande de l'orientation politique. Et je pense qu'on gagnerait, je le redis, je pense qu'on gagnerait à ce qu'on puisse avoir un véritable débat national. Trop souvent, dans notre pays, on confie à quelques spécialistes, et nous en faisons partie. En tout cas, vous avez bien voulu nous reconnaître comme tel. On confie à quelques spécialistes des questions qui sont des questions transversales. Il n'y a pas que les spécialistes du travail qui doivent pouvoir discuter de la question du travail. Il n'y a pas que des économistes qui doivent pouvoir discuter de l'économie. Et il n'y a pas que des militaires qui doivent discuter de la guerre. Ça, on l'admet mieux maintenant. Et donc, ça veut dire qu'en termes de transversalité, il faut pouvoir en discuter. Il faut que le politique reprenne la main sur ces questions-là et qu'on puisse avoir un débat national. Quand j'ai proposé à François Hollande d'avoir un débat national sur le coût du travail, coût du capital, ce n'était pas un piège. Je pense qu'il a pu le prendre comme ça. Il a eu tort, je lui ai dit. Ce n'était pas un piège. C'était vraiment une question qui structure notre société et qui oppose une partie des Françaises et des Français avec une autre partie de Françaises et de Français. C'est jamais très bon. C'est jamais très bon de ne pas pouvoir pousser la contradiction telle qu'elle se porte à notre regard. Je pense que c'était le moment. Bon, on l'a vu sur la question de l'ANI, de janvier, sur les accords dits de compétitivité, fracture à la fois dans le monde syndical, parmi les salariés, fracture dans le monde politique, fracture dans le monde économique. Bon, voilà, et quand on voit les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, le projet de loi tel qu'il a été transmis aux parlementaires, ce qu'il en est ressorti, la manière dont dans les entreprises aujourd'hui les choses se font, bon, chez Renault, chez Peugeot, mais aussi dans d'autres entreprises dont on parle moins, on voit bien qu'il y a une fracture qui s'opère entre ceux qui pensent qu'il faut mieux se couper un doigt pour se sauver la main, et ceux qui pensent, parce qu'ils en ont eu quelques fois d'expérience, que se couper un doigt ne permet pas forcément de sauver la main. Voilà. Et donc, il y a vraiment besoin d'en discuter. Bon. Alors qu'on confie à une structure le droit, le choix de préparer un débat national, ça aurait été sans doute une meilleure solution, peut-être, que de confier simplement à quelques spécialistes des questions aussi importantes que celle dont vous avez la charge. Et je pense que cette question du débat national sur le coût du travail et le coût du capital qu'on va alimenter, nous allons rentrer, pour ce qui nous concerne, dans une campagne nationale autour de cette question centrale, de même que sur la question du travail, et notamment cette question qui sans doute hante beaucoup d'esprits aujourd'hui, est-ce que le travail peut encore payer le hors-travail? Voilà, ce qui est une vraie question, et suivant la réponse qu'on y apporte, les solutions sont forcément différentes. Et là, ça mérite aussi un débat de société, si on veut continuer de pouvoir vivre ensemble et échanger. On n'est pas dans une période où le rapport sur ces questions-là est de l'ordre de 80% d'un côté et 20% de l'autre. C'est vraiment une fracture 50-50. On a intérêt, me semble-t-il, dans ces cas-là, à prendre à bras-le-corps ces questions-là, essayer de lister et de voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter. Trois inscrits, monsieur à ma droite, puis Benoît Robin à la croix. Bonjour, Stéphane Deschaux, je suis journaliste à Liaison Sociale Magazine. Je vais peut-être être le poil à gratter de cette assemblée. Je voudrais vous faire rebondir sur un propos que vous avez tenu au début de votre intervention. Vous avez dit, à l'intérieur de la CGT, depuis le Congrès, cela se passe bien, cela se passe voire très bien. Je voudrais vous faire part juste d'une toute petite... de mon expérience, des rencontres que je fais avec des gens dans la CGT et hors de la CGT. Dans la CGT, il y en a même dans cette salle d'ailleurs. Moi, j'entends plutôt une organisation qui est toujours en état de dysfonctionnement avancé, sujet dont vous avez hérité de Bernard Thibault, mais je n'entends pas que la CGT est aujourd'hui en fonctionnement, enfin en état de marche dans son fonctionnement interne. Et la deuxième chose, c'est que les observateurs extérieurs, qu'ils soient syndicaux, patronaux, gouvernementaux, me disent tous, aujourd'hui la CGT est complètement inaudible, elle n'est pas du tout présente dans le débat, on ne l'entend pas, elle ne pèse pas sur les décisions.
Et sa réflexion collective, sa capacité à réfléchir au monde d'aujourd'hui, et pas seulement au monde d'hier, mais au monde du XXIe siècle, elle est en panne d'idées et de réflexion collective. Voilà, je voudrais vous faire réagir sur ces sujets-là. Voilà. Vous avez Benoît Robin. Oui, Benoît Robin de l'IRES. Je me permets de rebondir puisqu'il a été question de l'ouvrage que j'ai lu dernièrement, que j'ai trouvé fort instructif, avec notamment une dimension importante sur la question du travail. Il y a également dedans une dimension qui est abordée, c'est sur les questions européennes. Et je voulais un petit peu vous interroger là-dessus, parce que vous évoquiez précisément le fait que hier était en cours de préparation au plan européen un projet de communiqué au niveau de la CES, au regard des politiques qui sont conduites ici ou là. De notre côté, au niveau de l'IRES, on s'apprête à sortir un numéro spécial de la chronique autour de Europe et syndicats, et on voit bien que partout, les réponses et les problèmes se trouvent posés à de multiples égards, et ça renvoie à ce que vous évoquiez sur la question du coût du capital et la compétitivité. Est-ce que ces questions-là, aujourd'hui, on peut les porter au plan européen? Qu'en est-il au niveau du syndicalisme? Alors, j'ai bien entendu l'observation que je partage et la critique sur le caractère ridicule de réduire le syndicalisme de manière binaire en syndicalisme contestataire d'une part et un syndicaliste réformiste de l'autre. Mais qu'en est-il au plan européen des leviers susceptibles d'être mobilisés sur la question justement du coût du capital, de la compétitivité? Merci, Gabriel Croison. Oui, dans la continuité un peu de ce qui vient d'être dit, puisque tu as évoqué effectivement ce qui vient d'être dit, que tu ne partageais pas pour la CGT, et par ailleurs nous ne partageons pas non plus pour la FSU, l'organisation d'un monde syndical en deux, d'un côté ceux qui proposeraient, de l'autre ceux qui contesteraient pour aller vite. Et moi, la question que je voulais poser, c'est par rapport à ce tableau, malgré tout, qui est posé des organisations syndicales, qui est entretenu particulièrement par certaines organisations d'ailleurs, par rapport aussi à des salariés, mais aussi des chômeurs des jeunes, puisqu'on a parlé des chômeurs et des jeunes, qui sont sous le coup d'un poids de la fatalité, une parcellisation du monde du travail qui tend à isoler les salariés les uns et les autres. Comment aujourd'hui la CGT fait vivre ce débat collectif que tu appelles de tes voeux et qui doit permettre de donner plus d'importance et plus de force au mouvement syndical, à un moment où le gouvernement met en place un dialogue social différent de ce que nous avons connu par le passé. Et donc ma question, elle est sur... Nous avons un dialogue social organisé avec un certain nombre de chantiers ouverts, des concertations qui sont menées à un niveau national, et comment du coup la CGT travaille pour à la fois les sujets, c'est-à-dire quels sujets, quelles revendications, d'après toi, permettent de faire effectivement le lien dans le monde du salarié, des entreprises, mais aussi dans les services publics, quel mode d'intervention des salariés possible pour à la fois, bien évidemment, ramener les salariés à ces sujets avec une distance qui s'est créée ces dernières années, c'est-à-dire les rendre acteurs de leurs propositions, de leurs revendications, mais aussi des actions à mener, et comment effectivement donner du sens à ce qu'on menait dans certains endroits, mais qui ne redescend pas forcément jusqu'au milieu, au niveau le plus local, au niveau de l'entreprise ou au niveau des services publics. Donc comment on évite une désappropriation des questions sociales par les salariés à un moment où, par ailleurs, on n'a jamais eu autant de concertation qu'en ce moment. Donc c'est un petit peu cette question que je voulais voir comment la CGT traite cela. Voilà, Claude Emmanuel Triomphe. Bonjour, Claude Emmanuel Triomphe, j'anime l'association Travail Emploi Europe Société ainsi qu'un site consacré au travail et à l'emploi en Europe qui s'appelle Métis. Deux questions. La première, au-delà de l'émotion Leonarda, les Roms, etc., est-ce que vous pensez fondamentalement que, et si oui, quelles sont vos propositions, que la France doive modifier aujourd'hui sa politique en matière de flux migratoires?
Deuxième question. On assiste quand même à une grande montée des revendications, je dirais, communautaires, ethniques, religieuses. Est-ce que l'entreprise privée doit être un lieu de laïcité? Merci. Marie-Noël, et puis on fera un arrêt par là. Bonjour, Marie-Noël Auberger, Association Gestion Attentive. Vous avez mis dans vos trois points fondamentaux le salaire en premier, l'emploi en deuxième et la protection sociale en troisième. Puis vous avez parlé du travail. Et après, vous nous avez dit il y a des entreprises qui font du profit, qui n'augmentent pas les salaires, cela ne peut plus durer. Alors, est-ce que ça veut dire que, à contrario, les entreprises qui sont en perte peuvent les baisser ou au minimum les limiter? Bon, voilà, ça fait pas mal de questions. Juste un petit point d'information par rapport au sujet de la loi de 2008 de l'accord majoritaire. Je vous signale, pour ceux qui ne sont pas en fonction publique, que la fonction publique, à partir du 1er janvier 2014, en application de la loi de juillet 2010, la fonction publique nécessitera pour des accords sur valide une majorité positive de 50% des organisations syndicales par représentant 50% des salariés aux élections au comité technique. Donc, comme il y a une proximité, un rapprochement assez général des textes qui structurent privé et public, il y a peut-être là un fait porteur d'avenir, j'en sais rien, sur l'évolution du secteur privé. Les prendre dans l'ordre. Je ne sais pas si je rassure ou si j'inquiète quand je dis que la CGT va bien, mais elle va bien. Enfin, elle va bien dans les conditions d'une confédération aujourd'hui. Vouloir rassembler des professions, des territoires dans une même organisation, c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que les approches, les expériences, les contradictions sont différentes. Voilà, c'est forcément un exercice difficile. Alors, il y a encore ce que certains appellent des dysfonctionnements. On essaie de les réduire tous les jours. Voilà. J'y passe en ce moment un peu de temps. Ceux qui s'intéressent de près à notre outil savent que nous sommes en ce moment dans une phase de réorganisation de notre maison confédérale qui sera terminée par l'adoption de la semaine confédérale cette semaine. Voilà, cette semaine, et qui sera présentée au comité confédéral national début du mois prochain. Une réorganisation avec la mise en place d'un organigramme, qui est d'ailleurs sans doute plus réclamé à un moment donné par les journalistes ou par les camarades de la CGT, mais il faut faire plaisir à tout le monde, donc il y aura un organigramme où on pourra voir qui fait quoi et comment les articulations peuvent se travailler sur des sujets à la fois revendicatifs et en même temps d'organisation. Il y a deux ou trois grandes nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'on n'a plus un secteur Europe et un secteur international, mais bien un secteur international avec à l'intérieur un département Europe, ce qui est une approche différente des questions internationales. On est en train de créer un pôle activité CGT en territoire. Voilà, première fois que la Confédération aura un pôle activité CGT en territoire. Ceux qui connaissent un peu la maison confédérale se rendent compte que la construction même de l'immeuble est basée comme ça. Quand on rentre, on voit dans le patio l'immeuble de fédération, et après on voit la Confédération. Voilà. Par un sas qui d'ailleurs est un peu froid l'hiver, un peu chaud. Mais le changement thermique, ça fait partie de... on va avoir maintenant dans la Confédération un espace où les départements et les régions pourront être chez eux à la Confédération, et on va avoir un outil confédéral qui vise à harmoniser, à organiser, à aider les organisations territoriales, que ce soit les unions locales, les unions départementales et les comités
et les comités régionaux, les territoires auront enfin leur place identifiée au sein de cette confédération, et puis un renforcement du pôle économique que dirige Nasser Mansouri-Guliani, avec là aussi un apport d'économistes, de chercheurs, pour essayer de retravailler ou de travailler plus les fondamentaux, et à ce qu'on puisse essayer de trouver des formes nouvelles et de réaffirmer un peu quels sont nos principes en matière économique. Je suis d'ailleurs surpris du nombre d'économistes qui nous font l'amitié de travailler, de méditer avec nous. Quand on a lancé l'idée d'avoir un pôle élargi, on pensait en avoir une quinzaine, une vingtaine. Il y avait plus de 80 participants à la première rencontre et des économistes de haut niveau. Des chercheurs universitaires, docteurs, c'est bien la preuve qu'il y a besoin de lieux d'échanges, de débats, de lieux contradictoires où on peut à la fois affirmer ce qu'on ressent et en même temps mettre ses capacités, son intelligence, son expérience, ses savoirs au service du bien commun. Donc voilà, alors je sais que dans l'organisation, mais c'est le principe même des réorganisations, vous le savez, tout le monde n'est pas content, quoi. Bon, bah voilà, il faut le savoir, je le sais. Bon. Mais il y a une orientation qui a été définie au Congrès confédéral de la CGT, il y a une direction qui est là pour diriger, il y a une commission exécutive, il y a un bureau confédéral, il y a un secrétaire général, bon. Et tout ça doit fonctionner ensemble dans l'intérêt de ce qu'on a pu définir ensemble. Chacun doit pouvoir trouver sa juste place dans notre organisation comme ailleurs. Sur les questions européennes, il y a une déclaration de la Confédération européenne qui est passée un peu inaperçue il y a plusieurs semaines, où l'ensemble des organisations qui composent la Confédération, et c'est un événement en soi, que les pays à la fois d'Europe du Nord, je le fais de manière schématique, je n'ai pas le temps de développer, et les pays d'Europe du Sud, disent ensemble il y a deux choses à faire. La première, c'est de sortir des politiques d'austérité et de rigueur dans lesquelles nous sommes. Voilà. La deuxième, c'est qu'il y a besoin d'un changement de cap sur les questions sociales en Europe. Bon. Ça paraît banal de le dire comme ça, c'est quand la première fois où les choses sont écrites et votées ainsi. Bon. Et aujourd'hui, on travaille sur concrètement comment est-ce qu'on peut en sortir et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des politiques d'investissement, des politiques publiques qui soient décidées et harmonisées pour accompagner ce changement de cap qui est nécessaire. En même temps, chacun aujourd'hui mesure bien, et on le voit dans le cadre de la préparation des élections européennes, je parle des élections politiques, qu'il y a un manque de reconnaissance, voire d'admiration pour les questions européennes, et sans doute que ce manque d'admiration pour les questions européennes tient au fait qu'il n'y a pas de politique sociale en Europe. Voilà, on discute de tout sauf de ça. Bon. Il faut que les choses reviennent à leur juste place, qu'après l'Europe pacifiée, l'Europe économique, l'Europe monétaire, on puisse travailler à une Europe sociale avec des troncs communs, voilà, et affiner peut-être ce qu'il y a de meilleur à prendre et à mettre en commun. Il y aura sans doute pas de prolongement politique en Europe si on ne règle pas la question sociale. Donc, on voit qu'y compris le regard que portent aujourd'hui les salariés sur la construction européenne est un regard négatif. D'une part parce que les politiques, chaque fois qu'ils ont une décision à prendre, ils disent c'est l'Europe. Hein, voilà, bon, donc voilà. En oubliant que l'Europe c'est un peu aussi. Bon. Et puis ce manque de coordination et d'activité, cette difficulté d'avoir une activité syndicale en Europe, on voit bien qu'on est là aussi à la croisée des chemins. Il faut sans doute se réapproprier ces questions-là. Mais c'est réapproprier de manière très concrète, très pratique dans les entreprises, dans les groupes industriels. Le fait, par exemple, qu'il y ait plusieurs fédérations de la CGT qui aujourd'hui travaillent avec des différents pays européens, là où ils sont, où leur groupe est implanté, c'est porteur d'espoir. Hein. Ça veut dire qu'y compris les oppositions entre salariés dans les différents pays,
ne se font plus de manière aussi facile que cela a pu se faire précédemment. Et il y a une vraie vision collective de ce qu'est un groupe au moment où on veut là aussi continuer d'opposer les salariés entre eux. C'est valable de l'entreprise dans les territoires, mais aussi au niveau européen. Alors l'autre question, c'est comment faire vivre le syndicalisme en commun. Bon, la question que pose Bernadette, mais bon, elle y participe. la place qui est la sienne, et avec beaucoup de responsabilités. Moi, je crois vraiment au travailler ensemble. Voilà. Travailler ensemble, c'est pas être toujours d'accord. Voilà. C'est pouvoir se dire les choses avec la franchise, la camaraderie, la responsabilité qui doit pouvoir nous animer. Ce travail ensemble, il doit se faire au plus près. Là où sont nos militants, là où sont les salariés, et sortir, je disais dans mon propos liminaire, mais sortir des postures. Voilà. Essayer de réfléchir et surtout d'agir ensemble. Donc, notre syndicalisme n'est pas voué à laisser comme image, de manière éternelle, des camps, des clubs, laisser apparaître des divisions. Il y a plein de questions sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble. Je dis tout à l'heure par rapport aux idées d'extrême droite, c'est vrai sur la question du salaire, c'est vrai sur la question de la répartition des richesses dans notre pays, c'est vrai sur la place et le rôle des services publics de nos sociétés, c'est vrai sur la question du statut du travail, c'est vrai sur les conditions de vie et de travail, c'est vrai sur les questions d'entrée à la retraite. Il y a plein de questions, plein de problématiques sur lesquelles nous pouvons sans doute travailler le bien commun. On passe beaucoup de temps, mais ça fait partie des particularités de la vision politique dans notre pays, des relations sociales, mais on passe beaucoup de temps à essayer de nous démontrer que les organisations sont divisées sur certains sujets. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention l'interview de Laurent Berger dans la presse sur la question des retraites. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les 43 ans, c'est pas lui, c'est le gouvernement. Je pense exactement la même chose. Voilà. Il ne nous dit pas d'ailleurs qu'il est d'accord avec les 43 ans. Il nous dit après, il nous dit qu'on a un problème de salaire pour financer un problème de nombre de salariés au travail. Je pense exactement la même chose. Il nous dit qu'il y a 3 avancées. Prise en compte de pénibilité, prise en compte de l'égalité femmes-hommes, prise en compte de... Bon, je pense exactement la même chose. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à agir ensemble? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à agir ensemble? Voilà. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on dépasse ça. Voilà. Il n'y a aucune raison qu'on en reste là. C'est un frein, la division syndicale, c'est un frein aujourd'hui à l'intervention des salariés sur des questions qui pourtant les préoccupent. Quand vous avez une partie des syndicats de salariés qui disent bon oui d'accord, il y a un problème de salaire, mais en termes de mise en mouvement des salariés pour qu'on puisse faire augmenter les salaires, il n'y a pas d'effet. Bon. Et quand vous envoyez une autre partie qui est beaucoup sur l'effet, mais pas beaucoup sans doute sur la réflexion, comment est-ce qu'on peut faire dans notre pays pour augmenter les salaires, à partir des questions ayant trait au travail. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue, et il faut sans doute qu'on arrive à dépasser nos apparences pour essayer de travailler ensemble. Je reste persuadé, moi, que si l'ensemble des syndicats de notre pays disaient qu'on pouvait augmenter les salaires dans le pays, sans doute que ce serait une porte d'entrée à la sortie de crise telle que nous la subissons aujourd'hui. Voilà, je dis aussi simplement que ça, et donc nous avons une responsabilité de part et d'autre, ce qui fait que je passe beaucoup de temps avec mes homologues pour essayer de ne pas céder à l'esprit de division dans lequel on voudrait bien nous enfermer. Mais il faut que ce débat-là soit mené aussi au plus près. C'est ce qui est un peu difficile aujourd'hui, parce que d'abord nous avons dans notre pays un syndicalisme qui est un peu affaibli, qui compte, mais qui est un peu affaibli. Et donc il y a besoin de remuscler notre corps syndical, notre corpus théorique, pour réussir à faire en sorte qu'on puisse avoir des débats, et de ces débats que puissent découler des engagements, des actions revendicatives qui permettent de faire en sorte qu'on vive mieux de son travail demain qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Voilà. Sur les flux migratoires, notre position est largement connue, largement commentée, largement diffusée. Bon, ce sont des sujets sensibles qu'il est difficile de résumer.
Bon, d'abord, il y a une question internationale, il y a une question européenne. Bon, pour pouvoir traiter les choses dans ce sens-là. On ne peut pas laisser les pays, et notamment les pays qui ont une frontière, qu'elle soit terrestre ou maritime, de proximité, laisser les pays régler ces questions-là. Bon. C'est pas un coup de la rigueur, un coup de la mollesse. Enfin, on peut tous commenter les événements auxquels nous sommes confrontés. Il y a vraiment besoin d'avoir une politique européenne. Voilà. On ne peut pas à la fois parler de la libre circulation des capitaux, de la libre circulation des femmes et des hommes, et que le travail ne soit pas au cœur de cette libre circulation. Enfin, il y a des choses sur lesquelles il nous faut sans doute revenir. Sur entreprises et les communautés religieuses, alors j'ai vu que le Conseil économique et social environnemental travaillait sur la question. Si j'avais suivi, ça restait. Une blague. Bon, je discutais un instant avec Jean-Luc Placé. Il faut que l'entreprise reste un lieu de vie en commun. Bon, plus on mettra des éléments qui visent à diviser les salariés, leurs représentants, les directions d'entreprise avec les personnels, plus ce sera compliqué, la question de vivre ensemble. Il faut que ce soit un lieu de travail, une communauté d'intérêt, où chacun puisse exister pour ce qu'il est et que chacun puisse vivre avec l'autre. Et je pense que les pratiques religieuses n'ont rien à faire dans le monde de l'entreprise, que chacun, par ailleurs, a le droit d'appartenir à la communauté qu'il souhaite, mais que l'entreprise doit rester un lieu de travail où ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on a à faire ensemble. Je pense que même plus on met des outils de division, parce que ça l'est, et c'est pas un hasard si ça arrive dans cette période, alors que notre pays a été confronté à des crises de religion déjà. Bon, c'est pas un hasard si on nous remet ces questions-là dans cette période de fragilité économique, de fragilité du tissu social et de difficulté sur le vivre ensemble. Donc il faut sans doute ne pas céder à ces sirènes, les entendre, parce que ça peut correspondre à quelque chose de profond qui traverse notre société. Il faut les entendre, il faut apporter des réponses, mais surtout ne pas céder à ces questions qui ne permettent plus de quel est l'intérêt commun. Alors après, sur salaire, emploi, protection sociale, oui, c'est bête de le dire comme ça, mais salaire et l'emploi, c'est les deux piliers. Voilà. C'est les deux piliers, à la fois dans le cadre de la mise en commun de la protection sociale, le nombre de salariés et le pourcentage de salaire qu'on peut y consacrer. C'est pour ça que cette question du débat national sur coût du travail, coût du capital, travail, revalorisation, mise en commun, mutualisation, ça reste des questions qu'on a pu travailler, me semble-t-il, depuis quelques années. Il faut sans doute les reprendre. La plupart des jeunes aujourd'hui ne savent pas comment est composé notre droit à la retraite. Il y en a même qui pensent qu'ils épargnent, les pauvres. Alors qu'on sait tous, nous, voilà, que c'est pour ce terme-là que ça se passe. Il y a besoin d'éducation. Il y a besoin d'éducation. Il y a sans doute besoin de réflexion, de partage, de dialogue entre les générations sur ce qui fonde les piliers de notre système de protection sociale. Je pense également que le fait qu'il n'y ait plus d'élections dans les caisses de sécurité sociale, c'est un vrai drame. Parce que la période électorale, c'est toujours une période où les candidats au poste de responsabilité font des propositions d'amélioration, et il appartenait aux assurés sociaux de définir les choix tels qu'ils pouvaient se présenter à eux par les organisations et par les candidats. Cette absence de réflexion collective autour de ces questions-là, c'est préjudiciable aujourd'hui, d'une part à la connaissance, et d'autre part au choix auxquels nous allons être confrontés. Et d'ailleurs, dans la campagne que nous avons engagée, y compris autour du dossier retraite, nous avons fait le choix délibéré de faire une campagne salaire, emploi, retraite. Voilà. Et pas une campagne retraite, emploi, salaire. Voilà. Il y a un sens que nous revendiquons, qui peut être discuté, mais que nous revendiquons, parce qu'on pense que c'est en réglant la question des salaires, la question des pensions, la question de l'emploi, notamment de l'emploi industriel,
d'emploi dans les services publics, que ça permettra de régler la question du financement de la protection sociale. Alors après, sur la question du salaire, est-ce qu'on peut le baisser? La réponse est contenue dans la question. Faut vraiment rediscuter de la part du salaire dans la création de richesse. C'est devenu, pour moi, une obsession aujourd'hui. On a besoin de discuter de ces questions-là. Ne pas en discuter, c'est accepter l'idée que tout peut être remis en cause, sauf une partie de la création de richesse, celle qui est versée aux actionnaires. C'est extrêmement mauvais. Voilà. Il faut avoir le courage d'affronter cette question-là. N'oublions pas non plus que, au-delà des visions théoriques qu'on peut avoir les uns les autres, que le salaire, c'est ce qui permet de vivre. Et chaque fois qu'un salarié est privé de son salaire, ou parce qu'il a perdu son emploi, ou parce que dans le cadre d'une renégociation de son contrat de travail, sa rémunération est moindre, ce sont des choix de vie qui sont bouleversés, d'un point de vue individuel, et on ne s'en remet pas forcément facilement des bouleversements dans le cadre des choix de vie, et surtout quand on a le sentiment, ce qui est dans la plupart des cas une réalité, qui nous sont imposés. Bon. Donc je pense que cette question du salaire minimum est une vraie question. Il faut le repenser comme étant le salaire qui permet de vivre dans le monde dans lequel nous sommes. Et puis après, retravailler cette question des grilles de salaire, branche par branche, entreprise par entreprise, de manière à ce qu'il puisse y avoir, dans le cadre de la hiérarchie des normes, une vraie discussion autour de des questions ayant trait à la rémunération, la part qu'on socialise, la part qu'on met en commun, et la part qui nous revient en tant qu'individu, sachant que le traitement de l'individu dépend bien souvent du travail collectif qui est produit dans son entourage, dans son entreprise et plus généralement dans la société. Après ces 12 questions et ces réponses, Jean-Paul, ça va être trop juste, excuse-moi, mais on essaie de respecter notre timing pour notre intervenant. Vous étiez très nombreux. Et merci Thierry Lepant pour avoir accepté cet échange. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.